Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors ce qu'on a fait, c'est tout d'abord on a fait la statique des fluides et puis la cinématique. Alors aujourd'hui, on va commencer à ce qu'on appelle l'établissement des équations générales de la mécanique des fluides. Équation générale de la mécanique des fluides. Voilà, donc je vais prendre un écoulement d'un fluide quelconque. Imaginons par exemple qu'on a une conduite ou bien un domaine d'écoulement quelconque. Moi je vais prendre par exemple une conduite. Et à l'intérieur donc de laquelle il y a un écoulement d'un fluide quelconque. Quand je dis fluide quelconque, ça veut dire incompressible ou compressible. Donc on a un écoulement. Et puis je vais prendre un repère orthonormé direct par rapport auquel je vais étudier cet écoulement. Alors je vais appeler par exemple l'axe vertical x3, l'axe horizontal x1 et l'axe perpendiculaire au tableau, toujours dans le plan horizontal, x2. Voilà, une origine O. Et puis je vais prendre un point géométrique quelconque de ce domaine de l'écoulement, un point M, ici par exemple. Alors le point M, il a pour coordonnées cartésiennes x1, x2, x3 par rapport à ce repère orthonormé direct. Alors à chaque instant t, ce point géométrique il est occupé par une particule fluide. Donc je vais prendre par exemple l'instant t et en ce point géométrique, j'ai une particule fluide qui a un certain vecteur vitesse v. Comme ça, v. Alors ce vecteur vitesse v, il y a trois composantes par rapport au repère x1, x2, x3. Je vais appeler ces composantes v1, v2, v3. Et on sait que ces composantes v1, v2, v3, ils vont dépendre des coordonnées du point M, c'est-à-dire x1, x2, x3, et du temps t. Donc j'ai v1, c'est une fonction qui dépend de t, de x1, x2, x3. La même chose pour v2, la même chose pour v3. Alors la particule donc, qui à l'instant t se trouve au point M, il a une certaine pression P. Donc j'ai une pression P donc, qui dépend de t et de la position des coordonnées du point M, x1, x2, x3. Toujours à l'instant t, en ce point M, la masse volumique du fluide, je vais l'appeler ρ. Dans le cas général, il va dépendre de t, de x1, x2, x3. Alors donc en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 grandeurs qu'il faut déterminer à la fin. Et donc l'objectif, c'est de trouver les équations, établir des équations, ce qu'on appelle les équations de la mécanique des fluides, qui vont donc nous permettre de déterminer ces 5 inconnus. Alors première chose, donc je vais le rappeler, on sait que pour un fluide, il existe ce qu'on appelle une équation d'état. Cette équation d'état, c'est une équation donc, qui lie la pression et la masse volumique ρ. Alors j'ai oublié de le dire, et ça on l'a dit donc, dès le départ, on s'intéresse à des écoulements isothermes. On suppose que la température T est une constante. Écoulement isotherme, donc on ne va pas s'intéresser à la température. Donc pour ça, il faut voir les cours qu'on va faire en master. Et on va voir donc comment introduire, quelle est l'équation qui va nous permettre donc de déterminer cette température T. Donc on a 3, 4, 5 inconnus, mais comme je l'ai dit, donc, il y a ce qu'on appelle l'équation d'état d'un fluide. C'est une équation qui lie la pression ρ et la température T. Alors pour un fluide incompressible, la masse volumique ρ est une constante, donc c'est une donnée. Pour un fluide compressible, je sais qu'il existe une relation entre ρ et P. On va écrire sur cette forme-là, ρ, c'est une fonction de la pression. Exemple, les gaz parfaits, par exemple, P sur ρ est égal à RT, donc est égal à une constante. Et donc finalement, on a 4 inconnus qu'il faut déterminer. Et donc, obligatoirement, il faut établir 4 équations. Donc 4 équations.
Donc l'objectif donc, de ce chapitre, c'est d'établir ces équations qui vont donc lier ces quatre inconnus et qui vont donc nous permettre de déterminer les trois composants de la vitesse, la pression, en chaque point M du domaine d'écoulement et à chaque instant t. Alors pour ça, on va commencer par ce qu'on appelle l'équation de la conservation de la masse. Donc grand 1, équation de la conservation de la masse. Conservation de la masse, on l'appelle aussi équation de continuité. Alors, avant d'établir cette équation de conservation de la masse ou l'équation de continuité, j'ai un préliminaire à faire, un préliminaire. Donc, je vais définir une certaine quantité dont on aura besoin par la suite. Alors, si je reviens au point M, ici, et si je prends un élément de surface ds quelconque, un élément de surface infinitésimal quelconque qui entoure le point M. Hein, par exemple, je vais l'écrire ici en couleur. Par exemple, cet élément de surface ds. Un élément de surface ds infinitésimal, très très petit, qui entoure le point M. Alors je peux avoir, bien sûr, ça dépend de l'orientation de S, je peux avoir une infinité d'éléments de surface ds autour du point M. Alors pour différencier donc, les différents éléments de surface ds, je vais orienter chaque ds par ce qu'on appelle la normale. Je vais prendre un vecteur unitaire n perpendiculaire à ds. Et donc je vais prendre un élément de surface ds que je vais noter comme ça, virgule n, c'est ce qu'on appelle une facette. J'ai déjà parlé de ça quand on a étudié la statique du fluide. Donc je prends un élément de surface ds quelconque orienté par un vecteur unitaire n et qui entoure le point M. Alors on va définir ce qu'on appelle le débit volumique et le débit massique qui traverse cet élément de surface ds. Alors tout d'abord le débit, ce qu'on appelle le débit volumique. À travers ds. Débit volumique, donc on le note comme ça, d, c'est une quantité infinitésimale, dqv, et qui est égal par définition le produit scalaire de la vitesse, cette vitesse-là, v, au point M à l'instant t, multiplié par dsn. Débit volumique qui traverse l'élément de surface ds. Alors, si je regarde l'unité de cette grandeur, d de qv, donc c'est une vitesse multipliée par une surface. C'est des mètres par seconde multiplié par la surface qui est des mètres carrés. Donc ça nous donne des mètres cubes par seconde. Donc si vous voulez, le débit volumique, c'est la quantité volumique qui traverse ds pendant l'unité de temps, pendant une seconde. C'est des mètres cubes par seconde. Débit volumique qui traverse cet élément de surface dsn. Alors on définit aussi ce qu'on appelle le débit massique. Le débit massique qui traversant ds. Alors, par définition, donc cet élément, ce débit massique, cette grandeur donc on appelle débit massique, donc on a notre d de q indice petit m, m c'est la masse massique, et qui est par définition la masse volumique au point M fois la vitesse au point M, le tout multiplié par dsn. Débit massique qui traverse l'élément de surface ds orienté par n et qui entoure le point M. Si je regarde l'unité de cette quantité, d de qm, donc c'est une masse volumique fois une vitesse fois une surface. La masse volumique, donc c'est des kilogrammes par mètre cube. La vitesse, c'est des mètres par seconde.
et la surface, c'est des mètres carrés. Et donc, ça nous donne des kilogrammes par seconde. Donc, si vous voulez, le débit massique qui traverse S, c'est la quantité massique, en kilogrammes, qui traverse la surface de S pendant une seconde, pendant l'unité du temps. Alors, maintenant, si je prends, au lieu de prendre l'élément de surface ds, je vais prendre une surface S plane, de telle façon que S, c'est la somme des ds. D'accord? C'est l'intégrale de ds, puisque j'ai une infinité d'éléments de surface ds sur S. Donc, si je prends S, soit S, une surface plane, telle que S est égal à la somme, l'intégrale, de ces éléments de surface ds. Alors, on peut définir le débit volumique qui traverse S et le débit massique qui traverse S. Par exemple, le débit volumique qui traverse S, donc je vais le noter QV. Voilà, QV. Et ça sera donc la somme de ces deux QV, donc l'intégrale de ce débit volumique qui traverse chaque élément de surface S. Donc l'intégrale, elle est faite sur toute la surface S. Voilà, et donc est égal l'intégrale sur S de V scalaire n ds. La même chose, le débit massique qui va traverser la surface S, ça sera l'intégrale sur S de d de Qn. Donc l'intégrale sur S de ρ V scalaire n ds. Débit volumique, débit massique qui traverse la surface S, tel que S est égal à l'intégrale de ds. Voilà, donc ça c'est des préliminaires, donc j'aurai besoin de cette quantité-là, le débit massif tout à l'heure, pour établir l'équation de la conservation de la masse. Alors, donc je vais effacer ici. Alors je vais laisser le schéma, je vais enlever la surface. Voilà, j'ai toujours le point M. Voilà, alors je vais effacer là. Alors maintenant, on va établir donc, ce qu'on appelle l'équation de conservation de la masse ou bien l'équation de continuité. Alors pour ça, je vais imaginer autour du point M un élément de volume dV, comme ça par exemple, un élément de volume quelconque. Fermé, un élément de volume dV, donc un élément de volume infinitésimal, très très petit, qui entoure le point M. Et puis je vais dire la chose suivante. Donc à un instant T, donc le fluide qui est contenu dans cet élément de volume dV, qui est imaginaire, hein, c'est par l'imagination que je construis cet élément. À l'instant T, il y a une certaine masse ici du fluide, que je vais appeler M à l'instant T. Alors, à un instant T plus dt, dt donc c'est une quantité infinitésimale, une variation infinitésimale du temps. Donc à l'instant T plus dt, je vais avoir une autre masse, que je vais noter M à l'instant T plus dt. Et puis je vais dire la chose suivante. La variation de la masse pendant la durée dt à l'intérieur de dv est égale à la masse de fluide qui va entrer par la surface externe moins la masse du fluide qui va en sortir. D'accord? La variation de la masse pendant une durée dt à l'intérieur d'éléments de volume dv, ça sera la somme des masses du fluide qui va entrer dans dv par les faces externes moins la masse du fluide qui va sortir par cette surface externe S. Et on va donc essayer de traduire ça par une équation qu'on peut appeler l'équation de la conservation de la masse. D'accord? Donc je vais dire que le M, la masse du fluide qui est à l'intérieur de l'élément de volume dV à l'instant t plus dt, moins la masse à l'instant t, est égale à la somme des masses des fluides entrant donc par les faces externes, moins la somme des masses du fluide sortant par les faces externes.
D'accord? Donc ça, c'est évident, mais on va essayer de traduire ça par une équation mathématique qu'on va appeler l'équation de conservation de la masse ou bien l'équation de continuité. Alors pour ça, cet élément de volume dV, donc il est quelconque, je vais le prendre par exemple sous forme d'un parallélépipède. Un parallélépipède de dimension dx1, dx2, dx3. Hein, par exemple comme ça. Voilà, j'ai le point M. J'ai le point M ici. Hein, cet élément de volume dV, donc je vais le prendre sous forme d'un parallélépipède de dimension dx1, dx2, dx3 et qui est entouré par 6 faces. Hein, j'ai ici l'axe x1. Ça, c'est l'axe x3, vertical, dirigé vers le haut. Et là, c'est les x2. À ce repère-là. Voilà, et les dimensions de ce parallélépipède, ce sera dx1, dx3 ici, et dx2 là. De telle façon que l'élément de volume dV, son volume, c'est dx1 fois dx2 fois dx3. D'accord? Et puis je vais écrire donc ça, je vais dire que pendant la durée de dt, la variation de la masse à l'intérieur de dV est égale à la masse du fluide qui va entrer par les faces externes moins la masse du fluide qui va sortir par les faces externes. Alors si je prends cette quantité, la première quantité ici, M moins la masse à l'instant t. La masse du fluide donc à l'intérieur de dV à l'instant t plus dt, moins la masse du fluide qui était dans le même volume dV à l'instant t. Alors je sais que la masse c'est ρ fois dV, donc c'est d'écrire ça sous la forme ρ à l'instant t plus dt x1, x2, x3 moins ρ à l'instant t, toujours au point M1 de coordonnées x1, x2, x3, le tout multiplié par dV. Le dV, c'est dx1, dx2, dx3. Alors, si je regarde la quantité qui est entre crochets, la masse volumique à l'instant t plus dt, x1, x2, x3, moins la masse volumique à l'instant t, x1, x2, x3. Donc, je peux remarquer que c'est une différentielle, c'est la différentielle de ρ par rapport à t. Les variables x1, x2, x3 restent les mêmes. Donc, ce qui est entre crochets, je peux l'écrire sous la forme la dérivée partielle de ρ par rapport à t dt. d de ρ, c'est d rond de ρ par rapport à x1, d de x1, plus d rond de ρ par rapport à x2, dx2, etc., plus d rond de ρ par rapport à t dt. x1, x2, x3 restent les mêmes, ils ne varient pas. Et donc, ce qui est entre crochets, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et je multiplie par dv. Le dv ici, c'est dx1, dx2, dx3. Et donc, la masse du fluide à l'intérieur de dV à l'instant t plus dt, moins la masse à l'instant t, est égale à cette quantité. Alors, comment j'écris le premier terme qui est à gauche? Alors maintenant, je vais m'intéresser, je vais calculer la somme des masses du fluide qui va entrer par les faces externes, moins la somme des masses du fluide qui en sort par les faces externes. Alors pour ça, je vais distinguer les trois facettes, trois coupes de facettes. Je vais tout d'abord m'intéresser aux facettes qui sont perpendiculaires à x1, cette facette-là et cette facette-là. Je vais calculer la masse du fluide qui va entrer ici, moins la masse du fluide qui va sortir là. Alors je suis obligé d'effacer ici. Alors si je prends donc, je vais faire un schéma dans le plan. J'ai le point M ici. Ça c'est l'axe x1. Et là c'est d de x1. Voilà. Et ça c'est le plan, ça c'est le plan x2, x3. Je fais un schéma dans le plan. Si vous voulez cette facette-là, je vais l'appeler ds1.
c'est dx2, dx3. Cette facette-là. C'est dx2 fois dx3. La même chose ici, la facette qui est là, cette facette-là, est égale à c'est la même facette, c'est dx1 est égal à dx2 fois dx3. Voilà. Et puis je vais appeler donc je vais appeler ce point-là M1 et ce point M2. Alors, si les composantes de M sont x1, x2, x3, les composantes ou les coordonnées du point M1, ici c'est x1 moins dx1 sur 2. Hein, c'est ça, c'est dx1 sur 2. J'ai le même x2, le même x3. Pour le point M2, les composantes sont x1 plus dx1 sur 2, x2 et x3. Voilà. Et je vais écrire que la masse qui va entrer par là, la masse du fluide qui va entrer par cette facette, par cet élément de surface, moins la masse du fluide qui va en sortir par là. Alors, si je veux calculer la masse du fluide qui va traverser cette facette, la masse. Alors là, je vais utiliser le débit massique. Je sais que le débit massique, c'est des kilogrammes par seconde. Le débit massique, donc, il est donné par ρ v dsn. C'est des kilogrammes par seconde. Donc, si je veux chercher la masse, il faut multiplier par le temps. Et le temps, c'est dt. Et donc, je peux dire que la masse qui va entrer ici, par cette facette-là, c'est ρ v n ds1. Ça, c'est le débit massique, c'est des kilogrammes par seconde, et je multiplie par dt. D'accord? Alors, le n ici, c'est quoi? Le n, pour cette facette-là, c'est x1. Les composantes de V, c'est V1, V2, V3. D'accord? Et donc, cette quantité-là, si je la calcule, en remplaçant n par x1, le V, c'est les composantes V1, V2, V3, donc V scalaire n, c'est V1. Et donc, ça sera ρ V1, donc au point M1, d'accord, multiplié par ds1 qui est dx2, dx3, multiplié par dt. Donc c'est la quantité, c'est la masse, c'est la quantité massique, c'est la masse du fluide qui entre par ds1 pendant la durée dt. Alors de la même façon, la masse qui va sortir par cet élément de surface ds1, donc on faisait le même raisonnement, ça sera ρ v1 au point m2, dx1, dx2, dx3, multiplié par dt. Voilà, et je vais faire la différence, la somme, la masse qui entre, moins la masse qui sort. Donc, je vais passer là. Donc on a la masse qui entre, c'est ρ v1, donc au point M1. Alors M1, c'est les coordonnées du point M1, c'est x1 moins x1 moins dx1 sur 2, x2, x3, moins ρ v1, donc au point M2, qui a pour coordonnées x1 plus dx1 sur 2, x2, x3, le tout multiplié par dx2, dx3, dt. Alors, si je regarde ce qui est entre crochets là, donc on peut remarquer que c'est la différentielle de la fonction ρ v1 par rapport à x1. Alors, le x2, x3 et t restent les mêmes. Et donc, ce qui est entre crochets, je peux l'écrire sous la forme la dérivée partielle de ρ v1 par rapport à x1, avec un signe moins, puisque j'ai ici x1 moins, et là j'ai x1 plus. Donc un signe moins dx1, multiplié par dx2, dx3, dt. Alors donc la quantité, enfin la variation, la masse qui entre par la face externe, moins la masse du fluide qui sort par la face externe ici, pour les deux facettes
qui sont perpendiculaires à x1. Et puis, je vais faire le même raisonnement par rapport aux facettes qui sont perpendiculaires à x2 et les facettes qui sont perpendiculaires à x3. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, le même raisonnement, donc, de même. Donc, pour les facettes qui sont perpendiculaires à x2, alors on va trouver, donc moi, là, si je fais le même raisonnement, donc j'aurai ici le n, ça sera x2, et donc le rho v au point m1, ça sera v2, rho v2. Donc on va trouver moins la dérivée de rho v2 par rapport à x2, d de x2, et l'élément de surface, c'est dx1, dx3, dt. Pour les facettes qui sont perpendiculaires à x3, on trouve donc le même raisonnement va nous donner la dérivée partielle de rho v3 par rapport à x3, dx3, multiplié par l'élément de surface qui sera dans ce cas dx1, dx2, multiplié par dt. Voilà. Et puis je vais écrire donc que ça, cette quantité est égale à ça, plus ça, plus ça. Alors très vite, donc je vais écrire donc que cette quantité-là est égale à ça, plus ça, plus ça. Là, on remarque qu'il y a le dx1, dx2, dx3 donc qui s'en va avec dt. On va trouver donc l'équation suivante. La dérivée de rho par rapport à t est égale à moins la dérivée de rho v1 par rapport à x1, moins la dérivée de rho v2 par rapport à x2, moins la dérivée de rho v3 par rapport à x3. Voilà. Alors si je mets donc ces quantités de l'autre côté, là on remarque que ça c'est moins la divergence du vecteur rho v. Et donc on a l'équation suivante, la dérivée de rho par rapport à t, plus la divergence de rho v égale à t. À ce qu'on appelle l'équation de conservation de la masse ou l'équation de continuité. On s'arrête là et puis on va continuer juste après.